Bienvenue fidèle de l'émission Majuscule Propos. J'espère que tout le monde va bien. D'où que vous nous suivez, que ce soit chez vous à la maison, dans vos bureaux, dans vos différents endroits de par le monde, ici au Rwanda, et au niveau de la diaspora et même dans la plupart des pays ouest-africains où vous continuez à nous manifester votre fidélité. Bienvenue dans l'émission Majuscule Propos. Vous savez, nous sommes dans la période de 100 jours de commémoration du génocide commis contre les Tutsis. C'est un génocide qui a été planifié, c'est un génocide qui, sur plusieurs années, est née d'abord l'idéologie génocidaire et puis après on est passé par des petites actions et puis la fin ou soit en tout cas l'apocalypse est intervenu en 1994. Mais pour y arriver, il a fallu avoir des instruments et ces instruments c'est notamment certains vecteurs comme la radio qui est un média par excellence, non seulement au Rwanda, mais sur le continent africain de manière générale. Malheureusement, pour ce qui est du génocide commis contre les Tutsis, on a assisté à ce qu'on a appelé the hate radio, ou la radio de la haine, mais que nous appelons la radio de l'horreur, parce que c'est une radio qui a su et qui a réussi à transformer les cœurs des Rwandais, qui a su transmettre la haine, l'enseigner au jour le jour. Mais c'est surtout une radio qui a accompagné des massacres au premier jour jusqu'au dernier jour, la radio-télévision des Mille Collines RTLM. On en a parlé, on a écrit tellement d'histoires là-dessus. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la pièce de théâtre qui a été jouée, qui continue à être jouée aujourd'hui dans une vingtaine de pays maintenant. Cette pièce a été jouée. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'acteur principal, acteur et qui joue un rôle de triste mémoire. Malheureusement, Habimana Kantano, ou soit le maître à jouer, qui était au centre même de la radio-télévision de Mille Collines. Mais lui, il s'appelle Diogène Nharingwa. Il est connu communément par le petit surnom de Atom. Bienvenue, Atom. Merci beaucoup. Vous préférez Atom, vous préférez Diogène? Je n'ai pas de préférence. Mais on me connaît plus comme Atom, donc ça me va très très bien. Voilà. C'est même pas un nom de scène, hein. C'est au départ un surnom. Ça n'a rien à voir avec la scène, donc c'est affectueusement que je le porte aussi. Merci bien. On vous a eu dans d'autres occasions ici sur notre plateau, mais aujourd'hui vous êtes avec nous pour une occasion spéciale. Ça, c'est une pièce à laquelle la réflexion commence en 2012 ou 2011 plutôt. La matérialisation, mais la réflexion commence un peu avant, je crois, vers 2010 déjà. Oui, mais nous sommes à presque une quinzaine d'années après le génocide commis contre les Tutsis. C'était quoi le déclic? Pourquoi c'était aussi important? Déjà, il faut dire que la réflexion n'a pas été faite que par les gens qui ont connu cette histoire, c'est également d'autres personnes venues d'ailleurs qui n'ont pas connu notre histoire. Déjà, comment est née l'idée de dire, OK, cette page macabre de triste mémoire, pourquoi c'était important de ramener cette page? Donc, la ramener ici, vous voulez? Non, ramener donc par, faire une pièce par le biais de l'art. L'idée de départ de créer une pièce sur la RTLM, je suis mal placé pour y répondre parce que moi je ne suis pas le metteur en scène, je ne suis pas celui qui a eu l'idée en premier. Moi j'ai rejoint le train en marche, donc moi mais tout de même, vous avez parlé à l'équipe, c'est une grosse équipe derrière. On en a beaucoup parlé, mais voilà, je crois que grosso modo, donc le metteur en scène il s'appelle Milo Raoult, il est suisse-allemand. Et l'équipe, c'est loin de notre histoire. Je parlais des gens qui n'ont pas connu notre histoire, oui. Exactement. Loin dans un certain sens, mais ça reste une histoire quand même plus ou moins universelle. Hein. L'extermination de toute une communauté, ça touche
à la part de l'humain que nous portons tous, un chacun de nous. Mais donc, il partage cette idée avec sa structure qu'il a co-créée, qu'il a cofondée, qui s'appelle IIPM, qui était basée à ce moment-là à Hambourg, En Allemagne. en Allemagne. Donc l'équipe production et l'équipe technique, c'est plutôt une équipe, même lui, malgré qu'il soit suisse-allemand, mais il était plus basé à Hambourg. Donc il crée à partir de là. Donc c'est une histoire partie de là-bas, d'Allemagne. Par contre, l'équipe artistique, elle est composée de comédiens qui, eux, ont quasi tous été trouvés en Belgique, où je suis basé à une certaine époque. Et donc, du coup, de fil en aiguille, on nous a partagé l'idée, les premières répétitions. Les toutes premières, je n'en faisais pas partie. J'ai été contacté un premier, et puis les circonstances ont été telles que je n'ai pas tout de suite été de la création, mais j'ai rejoint L'équipe par la suite. l'équipe, pas par la suite, après les 3-4 premières représentations, j'étais déjà de l'équipe. Voilà, et pour aujourd'hui. Par contre, je peux vraiment répondre pour ce qui est de Hate Radio au Rwanda cette fois-ci. Voilà, c'est très important parce que vous avez parlé du groupe IIPM, mais il y a également la partie rwandaise qui a été de la partie, plutôt dans l'organisation. Mais déjà, il faut dire que ça a pris autant d'années avant qu'il y ait une production au Rwanda. Parce que c'est quelque chose, on vous entendait, on vous voyait faire des tournées dans d'autres pays. Déjà, pour notre public, pourquoi avoir pris si longtemps avant de vous produire au Rwanda, les gens concernés par l'histoire, en premier? C'est encore une fois une question qui me concerne pas en premier, qui ne devrait pas me concerner en premier. Mais c'est avec vous que nous sommes très là. très bien, parce qu'encore une fois, je ne suis ni producteur ni metteur en scène de la pièce. Mais je peux répondre parce que je sais comment ça se fait. Les producteurs, quand ils mettent les moyens pour produire une pièce de théâtre ou même un film, ils ont leur propre réseau de plus ou moins de prédilection, ils ont déjà, comme qui dirait, des commandes, ils ont tout un circuit où ils ont déjà une certaine réputation. Et donc, on le crée souvent en visant ce public-là et ce créneau-là ou ce circuit-là ou ce réseau-là. Donc c'est ce qui a été. Donc on ne devrait en vouloir à personne de ce point de vue-là. Mais, donc ça c'est un premier. Donc, mais il faut. Ça c'est la phase technique. La phase tout, la création. La création. Donc, la production, c'est quoi pour une pièce de théâtre? Ça veut dire, c'est quelqu'un qui a une idée, disons un metteur en scène, qui voudrait travailler sur un sujet. Mais ça suppose des moyens, ça suppose des salaires pour les acteurs, ça suppose les faire venir, les faire voyager, ça suppose des recherches, ça suppose des moyens financiers énormes. Alors, le producteur s'amène ou est sollicité à ce moment-là. Donc, il y met les moyens pour que cette chose-là soit possible. Tout ce qu'il faut, lui, c'est le côté financier qui le concerne. Les techniciens aussi. Et donc, du coup, une fois qu'il a investi autant de moyens, il est tout à fait normal que pour, comme un certain retour sur investissement, si je puis le dire comme ça commence si ça sonne, dans un circuit, ça sonne un peu... Ça voilà, sonne un peu trop, voilà. Oui, mais c'est plus ou moins dans cette logique-là. C'est tout à fait normal que pendant les premières années, cette chose-là tourne dans le circuit où ils ont leurs entrées en fait. Et donc ce circuit-là, c'était même pas un circuit francophone, c'est une pièce jouée en français par des acteurs pour la plupart, si pas tous francophones, mais qui a tourné, en tout cas les premières années, dans 80% des cas, dans des circuits plutôt germanophones, dans des pays comme la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche, dans les premières années. Et voilà. Et donc, mais par contre, pour chaque création, en tout cas parmi les plus ambitieuses, surtout quand on travaille sur des sujets sensibles, comme notamment le génocide contre les Tutsis au Rwanda, il y a une étape de travail qu'on appelle work in progress, un travail toujours en, comment dirais-je, pas encore fini, voilà. Et donc dans ce sens-là et dans cette étape-là, cette pièce a été amenée ici, mais qui n'était pas dans son format définitif comme on l'a vu aujourd'hui. Et donc et à ce moment-là, elle était présentée à des publics très, très ciblés, très précis, parce qu'on se posait déjà la question sur la légitimité de ce propos, la légitimité de cette parole. C'est un tout petit peu comme qui comparerait à un livre qui a été écrit par Jean Hatzfeld, qui est un éminent écrivain qui a travaillé sur le génocide contre les Tutsis au Rwanda, qui à un moment a fait un livre
sur les témoignages de bourreaux qui s'appelait Une saison de machette, et dans Le Nu de la vie, qui était plutôt une compilation de témoignages ou inspirée de témoignages de victimes. Cette parole aussi, cette pièce CH Radio, elle était aussi essentiellement sur un moment clé qui est la radio RTLM et ses animateurs, et donc sur cette parole qui a été véhiculée comme telle, qui reste une parole de bourreau. Donc il y a beaucoup de questions qu'on se posait aussi sur la légitimité. Donc à cette étape-là, en 2011 ou 11 je crois, elle a été amenée ici, elle a été présentée, et notamment dans le studio même où avait, enfin je ne sais pas si je peux appeler ça œuvré ou quoi, enfin, où avait sévi la RTLM. Voilà, et donc pour un public très, très ciblé, très, très peu nombreux, et il y avait toujours des rendez-vous après pour savoir ce qu'il en était, tout cela. Et donc on a continué, et dans son format définitif, comme ça a été le cas récemment à Kigali, c'est comme ça qu'on l'a vu au Japon, c'est comme ça qu'on l'a vu en Colombie, c'est comme ça qu'on l'a vu, et moi personnellement, il était très très important qu'elle revienne dans ce format-là, qu'elle revienne pour une double raison. Revienne au Rwanda. C'est pas revenir, c'est venir cette fois-là, dans un format fini, dans un format définitif, parce que comme on l'a vu à Québec, comme on l'a vu, je ne sais plus, plus d'une trentaine de pays, je crois, où elle a tourné, il était, pour moi symboliquement, ça me touche beaucoup qu'elle soit vue chez les concernés, dans ce format définitif-là, dans ce format où on l'a vu partout ailleurs. C'était très important, sans aucune excuse de moyens techniques ou quoi, et on y est arrivé. Il y a le côté technique, oui, Tom, je veux bien la pièce qui soit dans son format définitif qu'on a aujourd'hui, mais quand même, à la différence d'autres pays où la production a été effectuée, c'est que les Rwandais sont les concernés au premier plan. Exact. Et parmi ces Rwandais-là, nous avons des gens qui ont perdu les leurs, des gens qui ont été traqués par la voix de la RTLM. C'est vrai qu'on parle d'une production artistique, c'est une pièce de théâtre, mais qui peut réveiller certains moments noirs. C'est pour ça qu'elle avait été ici, dans ce format. Voilà, justement, quand je me dis aujourd'hui, avec un peu de recul, après la production, quand même, vous avez eu à parler à certains survivants du génocide. Avant. Non, non, j'ai dit avant. Déjà en 2011, c'était pour ça essentiellement qu'elle était venue ici. Voilà. Déjà en 2011. Et aujourd'hui, après la production au Rwanda, comment est-ce que le public, en général, mais en particulier le public des survivants, les organisations des survivants qui sont venus, qui ont visualisé, qui est venu nombreux. Voilà. Comment est-ce qu'aujourd'hui la réaction ou leur aperçu sur votre production? Il faut savoir qu'on n'a pas attendu de le présenter face. On n'a pas attendu le Rwanda pour être, je dirais pas confronté, mais pour le présenter à un tel type de public. Il faut savoir que dans la plupart des pays où ça a été joué, il y a aussi des Rwandais et des organisations de Rwandais, de survivants, de rescapés du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Et donc, que ce soit en France, par exemple dernièrement à Lyon, moi je m'arrange toujours, parce que je suis un tout petit peu le Rwandais ou celui qui maîtrise plus ou moins les circuits de la diaspora, et particulièrement parce que cette mémoire est mienne à certains égards. Et donc j'y tiens, et je me range toujours à ce que ces associations-là, ou leurs représentants, ou ce public-là, soient présents là où on joue. Donc c'est un public qui nous accompagne depuis plus ou moins longtemps. Il n'y a pas... Même au Japon, je crois qu'il y avait, même au Japon, via le circuit de l'ambassade, on avait des Rwandais qui ont une certaine proximité avec cette histoire. Donc on n'a pas attendu qu'au Rwanda. Mais c'est vrai qu'au Rwanda, c'est tout à fait particulier. D'où le fait qu'elle avait été présentée pendant
on se posait beaucoup de questions. Et donc, les entretiens qu'il y a eu, parce que pas que les survivants, mais les chercheurs sur le génocide, et notamment des chercheurs rwandais, ceux qui préparaient la pièce ont été au mémorial, ont présenté partiellement au mémorial. Ils ont rencontré ceux qui ont la charge quotidienne de faire, c'est pas le mot de le la plus mémoire, approprié, mais de faire vivre cette cette mémoire, mémoire. de la garder, qui ont en tout cas le mandat de la sauvegarde de cette mémoire. Voilà. Et donc tout ça a enrichi un tout petit peu le travail. Mais c'est vrai que ça reste particulier de le jouer ici. Et particulièrement dans un cadre comme celui d'Avril, que ce soit à Boutaré où ça a été joué. Et moi, il était très très important de la jouer dans des endroits comme l'Université nationale du Rwanda, qui quand même a son C'est même là où mémorial vous aussi avez commencé avant de la commencé. jouer à Kigali. Ça, j'en remercie à tous les partenaires que nous avons eus, qui nous ont aidés en ça. Je crois qu'on aura l'occasion de les remercier solennellement. Mais il m'était très important d'aller aussi pour il y a des publics type et cibles. Et le public estudiantin me reste particulièrement cher, et notamment et surtout pour ce genre de création qui nous concerne en premier, parce qu'il ne s'agit pas que d'une mémoire, mais d'une mémoire dont, comment dirais-je, dont les traces peinent pour certains d'entre nous à s'écater. Et voilà, et donc c'était particulier de ce point de vue-là. Mais comme on le dit en Kinyarwanda, amer, c'est peut-être pas la bonne traduction, mais bilasharira ariko ni ngombwa. Parce que du coup, ça serait jouer le jeu aussi des négationnistes qui n'aiment pas que ce genre de moment ou de référence soit connu. Le silence autour de ça arrangerait beaucoup, dont les négationnistes. Voilà. Justement, vous arrivez à Boutaré, la production de 2 jours. Il y a eu 2 productions à Boutaré. On joue 2 fois, mais la préparation prend aussi plus ou moins 2 jours. Voilà, c'est très important. Sur place. Voilà. Et vous revenez à Kigali où il y a eu une production 3 fois, je crois. 3 fois. C'est très important. Mais on a senti quand même que les gens sont restés sur leur soif. Il y a beaucoup quand même. On parle à plusieurs gens qui aimeraient vraiment revoir la pièce. On a eu aussi d'autres personnes, des gens qui viennent d'autres pays africains qui aimeraient voir, Qui l'ont vu aussi. qui l'ont vu. Il faut savoir qu'il y a eu à Kabutare, nous avons eu une trentaine de journalistes étrangers qui étaient ici pour couvrir toute la période de la La commémoration. commémoration. Et je remercie le JS qui a facilité pour qu'ils puissent venir la couvrir à Boutaré aussi et relayer cette parole dans leurs pays respectifs. Oui, mais voilà, comme résultat, maintenant, aujourd'hui, les échos que nous avons, en tout cas, c'est que dans plusieurs pays africains aujourd'hui, on aimerait avoir C'était le but. C'était le but. Moi, personnellement, je ne sais pas. Il y a des moments où je ne veux pas faire de la diplomatie. Ça serait démagogue et ça serait être menteur de ma part. Une des raisons principales qui m'ont amené, moi, personnellement, avant de solliciter les partenaires institutionnels et même personnels que nous avons eus et qui nous ont accompagnés, je les en remercie encore vivement par la suite, mais c'est aussi le contexte régional et le contexte dans certains pays africains. Nous avons des pays comme le Mali, nous avons des pays, sous prétexte d'islamisme, dans les pays sahéliens, commencent à se libérer des paroles qu'on croyait vraiment typiques de certains chapitres d'histoire comme la nôtre et d'une certaine époque seulement, qu'on croyait vraiment... donc on commence à assister à ce genre de paroles, et quand on revient dans notre région, vraiment sous prétexte de ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo, voilà, de la rébellion du M23 pour la citer, il y a une certaine parole qui s'est libérée d'une manière totalement décomplexée, mais qui n'a rien à envier à ce qui se disait sur la RTLM. Encore hier ou aujourd'hui, j'ai reçu un truc sur TikTok, mais qui est vraiment, qui ferait pâlir Quintano, mon personnage, d'envie. Et donc ça, quand on est acteur et que ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on tourne en portant ce personnage et ses paroles macabres, en ayant, comment dirais-je, en caressant le rêve que c'est vraiment pour garnir le fameux slogan « le plus jamais ça », et qu'on entend
pas très loin de soi. Hein. Je veux dire, on est à Kigali, Goma c'est juste à côté, C'est la Bukavu porte c'est d'à pas côté, loin. oui. C'est la porte d'à côté. Quand on est à Kinshasa, on peut jouer avec tout ce qu'on veut jouer. On est en tout cas coupé d'une certaine D'une réalité. certaine réalité, c'est comme si tu parlais de ce qui se passe à Bruxelles en étant à Berlin ou même plus loin que ça, peut-être à Lisbonne, tu parles de Bruxelles. Mais là, du point il y a une double proximité. Il y a d'abord une proximité géographique par rapport à ce qui se passe à côté, pour Et nous historique autres aussi. Rwandais. Et puis, il y a une proximité, comment dirais-je, émotionnelle, que certaines ou certains publics ne comprendraient pas, pour lesquels vraiment il faut être issu d'une histoire comme la nôtre. Je suis tenté de dire il faut être rwandais pour en saisir le côté où on a une sursensibilité malgré nous par rapport à ça. Et pour une fois, je suis tenté de dire tant mieux. Donc du coup, moi comme artiste, quand j'ai vu ce qui se libérait ça et là, quand j'ai vu ce qui inondait Twitter et tous les pseudo-médias sociaux, là, j'ai pas eu peur, mais je me suis dit, là, vraiment, c'est ta légitimité, tu es légitime pour ce combat-là. Si cette pièce peut servir à sensibiliser autour de ça, pourquoi pas? En tout cas, ça serait faire je ne sais plus quel jeu de ne pas évoquer ça. En tout cas, parmi mes motivations premières, cette motivation-là de sensibiliser autour de ça m'a plus que porté. Voilà, nous revenons un peu sur la RTLM, puisqu'il s'agit d'elle et surtout du personnage de Habimana Kantano que vous incarnez dans la pièce. Ce personnage-là, animateur de radio, qui d'abord, on doit le rappeler, est un ancien de l'Orinfor, l'Office national de l'information, qui y est passé par Merci beaucoup Hachema pour les images aussi. Il faut que les gens reconnaissent ces gens. Le vrai Kantano qu'on a en image, il est là. Habimana Kantano, c'est celui-là. C'est un animateur radio, je suis tenté de dire, hors norme. Il n'était pas le genre d'animateur qu'on pouvait trouver, qu'on pouvait se taper, en tout cas sur le marché, selon les besoins de ceux-là qui l'ont employé. Je dis bien, c'est un personnage de triste mémoire, puisque les gens qui l'ont entendu vociférer de la haine, puisqu'il s'agit de la haine ici, de propager la haine, de lire des listes de gens à tuer, à massacrer, ça réveille quand même des mémoires assez lourdes à porter. Atom, vous avez une équipe, que ce soit au niveau des gens, des créateurs de la pièce, c'est des gens, oui, ils ont fait de la recherche, mais ils n'ont pas d'histoire directe avec le Rwandais, le génocide des Tutsis. Vous, personnellement, vous êtes lié à l'histoire du génocide commis contre les Tutsis. Vous avez participé à l'arrêt, vous avez combattu ce génocide. Mais vous êtes acteur, mais tout de même, c'est une responsabilité, je dois dire, et que j'aimerais bien que vous puissiez nous partager avec nos téléspectateurs. Comment avez-vous vécu déjà ce rôle? Déjà, quand on est acteur, on n'est pas là en train de régler des comptes avec le personnage qu'on est appelé à jouer. Franchement, Kantano n'a pas besoin que je dise à quel point il est méchant pour être méchant. Il se suffisait par rapport à cela. C'est un mec qui a travaillé au ministère de la Jeunesse. Donc ce n'est pas des n'importe qui, c'est des gens que l'État avait donné la charge de vrai à la bonne, je sais pas moi, à la bonne conduite de la jeunesse, des espèces de modèles dans la société d'une certaine époque. Donc avec une certaine mission. Et avec une certaine mission. Derrière la tête, qui n'est pas d'entrée de jeu tout aussi, comment dirais-je, bruyante dans ce sens-là. Mais voilà, qui touchent leur salaire régulièrement. C'est quelqu'un qui était doué
apparemment, pour ceux qui l'ont connu de près, d'un talent comique hors pair. Il a utilisé même dans son rôle macabre à la RTLM. Il y a d'ailleurs un témoignage de journaliste pendant la pièce qui dit que Cantano faisait rire même ceux qui allaient mourir. Voilà. Moi, la première fois que j'ai eu l'occasion d'écouter du Cantano, si je peux le dire comme ça, c'est j'étais jeune militaire du FPR en plein génocide et on l'écoutait, mais sans aucune peur. Hein. Je n'ai jamais eu la peur d'une machette qui allait me tomber dessus d'un moment à l'autre. Voilà. Mais ce qui m'a aidé, j'ai dit et je le répète, que je ne suis pas là comme acteur pour régler des comptes avec un personnage que je peux être appelé à jouer. Mais c'est vrai que je viens d'un background tellement lointain du sien, idéologiquement, Opposé même. intellectuellement, opposé, enfin paradoxalement opposé. Surtout sur le côté sur le idéologique. plan idéologique notamment. Et donc voilà, donc je faisais partie d'une armée qui combattait les forces génocidaires. Donc c'est dire. J'étais loin de me douter qu'un jour... Que lui facilitait la tâche. Non, que lui commettait. Commettait. Ils étaient gardés par des militaires. Ils ne facilitaient pas la tâche à qui que ce soit. Ils ont commis un génocide. Un génocide ne se commet pas qu'avec des machettes. Léon Mugesera, pendant le génocide, il était parti. Il était en 94, il n'était pas au Rwanda, mais son fameux discours a été reconnu comme étant un discours précurseur et incendiaire, ayant appelé. Voilà. Donc il n'a facilité personne. Comme on dit, on tue par la parole et on peut aussi guérir par la parole. Notamment Simbika Ngwa, je ne sais plus Pascal voilà, il est sur sa chaise roulante, mais c'est un génocidaire. Donc ils ont facilité à personne une quelconque tâche, ils ont commis la macabre tâche. Faisait partie de la machine. Mais par contre, je veux dire quelque chose en Kinyarwanda, j'arrive pas à trouver l'équivalent en français, mais qui m'a vraiment aidé pour entrer dans le rôle de Cantano. En Kinyarwanda, il y a un mot, c'est un verbe qui s'appelle gukungura. Cantano, quand il fait son fameux chant Muzetwishi Meshuti, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Réjouissons-nous, chers amis. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans la voix, et Kinukungura. Et cet univers Yubukunguzi, ça m'a beaucoup aidé. Il y a un autre truc qui m'a frappé, j'en profite pour en parler. En Kinyarwanda, je n'ai pas souvenir d'un autre nom où on le prononce communément à partir du moment où N est avec un T. Moi, je m'appelle Narindwa, mais c'est NTA. On ne m'appelle pas Ntarindwa. Si tu me dis Ntarindwa, ce n'est pas du Kinyarwanda. Mais Cantano, de mémoire de tous, on ne l'appelait jamais Kanano. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont... Personne. S'il y a des gens qui ont une... C'est Cantano, et il s'est toujours appelé Cantano, et il serait limite le seul, en Kinyarwanda, à avoir ce privilège-là, comme pour marquer une certaine différence. Je n'ai pas souvenir de quelqu'un d'autre qui est à NTA, qui se prononcerait autrement que Na, comme mon nom. Enfin, bref, il y a ça. Mais cet univers de Gukungura, avec tout le corollaire, pour faire peur, mais pour faire peur dans le sens limite métaphysique du terme, parce que quand l'univers du Gukungura, on n'est pas dans le réel naturel, dans l'ordre naturel des choses, on est dans d'autres ordres. Dans la métaphysique, oui. Quelque chose, convoquer cet univers-là pour installer comme un esprit, quelque chose de cet ordre-là, ça m'a vraiment aidé quand je travaillais sur le personnage. Et autre chose sur lequel j'ai travaillé, je n'ai pas cherché à imiter Cantano. C'est exactement aussi la question, parce que les acteurs, que ce soit pour le théâtre, que ce soit pour les cinémas, les anglo-saxons le disent bien, ce qu'on appelle embodiment. Yes. Rentrer dans la peau du personnage. Exactement. Vous, comment avez-vous fait pour rentrer dans la peau du personnage? C'est à ça que j'arrivais. Moi, je me suis servi de cet univers dont je viens de parler, parce qu'il n'y a pas que Cantano qui était dedans. Quand tu entends à certains moments Valérie Abemeli, qui en vrai, qui est comme dans un état autre, qui est comme possédé. Des univers extase, un peu comme... Dans une certaine extase, oui. Dans le mauvais sens du terme. Oui. Il y a, quand on se laisse tellement
importé, happé, possédé par un État. Voilà, cet univers-là m'a beaucoup aidé. Et autre chose, c'est les sentiments. Il y a des sentiments avouables et des sentiments inavouables. Des personnages d'une aussi piètre mémoire ne peuvent pas oser dire qu'ils ont peur à certains moments. Mais par moments, on sent que la peur est là. C'est des gens quand même sensés, qu'on le veuille ou non, qui se rendent compte qu'au fur et à mesure que la guerre, entre guillemets, avance, que le génocide est en train de... Voilà, que la défaite commence à se profiler. Ils voient qu'ils ont quitté Kigali, que les gens ont quitté Kigali, que d'autres sont déjà à Goma ou ailleurs. Ils sont en train de voir ça. Et là, c'est la peur. Alors, comment faire passer la peur sans l'avouer, sans l'assumer? Voilà, c'est autant d'éléments. C'est aussi le côté malicieux de... Il y a tout ça. Il y a la malice, il y a la ruse, il y a aussi le comique, il y a aussi bomber le torse, il y a aussi le côté un peu notable quand même, parce que dans ce rôle que nous jouons, l'appareil gouvernemental se rend compte à quel point nous sommes importants sur l'échiquier de l'appareil génocidaire. Et donc, du coup, ça aussi, ça pose son nom, comme on dit. Donc, le Cantano de juste avant n'est pas le Cantano qui devient subitement, il était star dans une certaine mesure, mais là c'est star puissance 10. Alors comment porte-t-il ça dans le corps, comment salue-t-il, comment marche-t-il? Je ne l'ai jamais rencontré, mais je me dis que dans le studio, il est imbu de lui-même. En plus, quelqu'un appelle pour dire oh j'espère qu'on va vous donner une médaille ou je sais pas quoi là. Donc ça quand même... les sentiments comme la fausse modestie, quand on veut faire genre humble alors qu'on l'est de moins en moins, tout ça, ça m'a aidé. Et une fois que j'ai identifié ça, je me laisse traverser par ça le temps de ça, de cette chose qui va durer 2 heures dans le studio. Et en dehors, je vais espérer que je ne vais pas rencontrer des gens qui vont commencer à faire hey, salut Cantano et ça là. Je laisse faire pour d'autres rôles que j'ai eu à porter, mais Cantano quand même, hein, il faut le garder dans son studio. Voilà. Vous avez dit quelque chose de très important pendant la guerre des libérations, qui a eu une autre tâche également, l'arrêt du génocide, parce qu'au départ c'était la guerre des libérations, mais une autre tâche parce que le génocide, ce n'est pas une donnée que les FPR avaient considérée. Vous avez entendu un homme, maintenant le temps vient d'interpréter son rôle. Avez-vous fait référence déjà à la parole que vous avez entendue dans les maquis, ou c'est après, où vous avez pris par exemple les audios pour réécouter ce qu'il a... Après, je me suis permis de réécouter, mais chose bizarre, c'est que dernièrement, je me suis dit, ah, je me replonge un tout petit peu dans les recherches. On tombe toujours sur un détail qu'on ne connaissait pas ou peu. Et quand j'ai tapé RTLM Cantano, je suis tombé limite sur la moitié de ses propres photos et l'autre moitié, c'était les miennes. Parce que Google n'a pas le temps de faire la différence entre l'acteur et donc, du Cantano coup, je suis tombé, dès que j'ai tapé Cantano, et voilà, je suis tombé sur plein de photos où je suis là avec la médaille de Kinani sur mon veston. Enfin, bref, donc voilà, ça c'est un peu, je sais qui je suis et je sais que les gens arrivent à faire la part des choses. Mais oui, je suis, mais moins quand je préparais le rôle. Quand j'ai préparé le rôle, je me suis dit, il y a ce que je sais, il y a ce que ça m'a donné au moment même, je vais m'accrocher sur ça et je vais surtout travailler sur les choses, les sentiments, les motifs avouables et inavouables qui peuvent avoir le making-of d'un monstre, comme je l'ai dit récemment dans les débats qui suivaient la pièce. Qu'est-ce qui peut être réuni pour qu'à un moment donné, un monstre pareil puisse être créé ou avoir lieu et puisse être le modèle dans une société donnée à un moment donné? Comment un Cantano, après ça, il puisse s'asseoir avec des dignitaires, avec des chefs d'état-major, avec des ministres et être complètement décomplexé et limite être félicité. Comment une société, qu'est-ce qui arrive pour qu'à un moment donné, ce genre de monstre soit les dignitaires par excellence et que même les évêques et les archevêques, limite, c'était peut-être avant les selfies, je le vois vraiment en train de se faire des selfies avec des dignitaires et des gens qu'on aurait pensé
l'aborder à un moment ou à un autre de leur vie, qui peuvent avoir été fiers de s'afficher avec. Comment est-ce possible? Eh bien, ça n'est possible que dans ce contexte-là, de ce génocide-là. Mais par contre, pas pour ce que tu viens d'évoquer tout à l'heure, je crois que le génocide a cette particularité-là. Même quand on le voit poindre, même quand on a tous les outils, il y a toujours surtout ceux qui vont en être victimes, limite incessamment, il y a toujours je ne sais pas d'où ça vient, mais comme pour se donner espoir, une idée qui vient, non, ça peut pas être, non, c'est tellement inouï, non, 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 ils vont pas aller jusque-là, ils vont pas aller jusque-là. C'est pas pour excuser qui que ce soit. Mais le génocide a cette particularité-là. C'est comme un monstre, comme on le dit en Kinyarwanda, Gaza, comme pour dire oui, le danger s'agite et se voit et se profile à l'horizon vraiment. Et on a tous les outils pour le lire et pour l'interpréter. Et à un moment, je ne sais pas d'où ça surgit pour se dire, vous croyez que ça va arriver jusque-là? C'est ça qui a fait que plein de gens qui avaient une opportunité peut-être de fuir à un moment quelconque n'ont pas osé. Voilà. Non pas osé, mais quand même les génocidaires, eux, ont osé. Et joué sur ça. Ils ont vraiment, eux n'ont pas joué à ça, exactement. Mais ils ont vraiment fait, ils sont passés à l'acte et aux actes dont le Rwanda aujourd'hui porte sur son dos. Les conséquences du génocide sont énormes. Yes. Alors, il est très important que je rajoute un point particulier par rapport à ce rôle. J'ai mis une phrase de Nelson Mandela, The Wounded Healer. Le Rwanda, pour avoir vécu ça et subi ça, nous avons comme un mandat malgré nous d'être de ceux qui soient vraiment aux avant-postes pour combattre et pour fustiger ça où que ce soit. En tout cas, idéalement, à commencer par là. C'est également ça, le rôle de le rôle de cette pièce qui sort hors du cadre, le cadre que moi j'appelle Rwanda et son histoire, mais que ce soit l'histoire de l'humanité, qu'on sorte de l'histoire du Rwanda. Si on le réussit déjà en Afrique, c'est déjà ça. Voilà, mais il y a un point très important, parce qu'on parle de votre rôle, le personnage Kantano. Justement, parce qu'il y a le rôle aussi, le côté didactique, le côté pédagogique qui va avec cette pièce quand on la joue en dehors du Rwanda, parce qu'on apprend non seulement... Ici aussi. Voilà, ici aussi. Mais les jeunes sont nés après le génocide. Oui. Mais y a-t-il, parce que vous avez déjà l'expérience de jouer le Kantano devant le public rwandais, majoritairement en tout cas, et vous avez eu d'autres occasions de jouer le Kantano devant d'autres publics non rwandais. C'est quoi la différence? Ce Kantano-là, il est le même, Atom? Il n'y a pas que Kantano, hein. Il y a aussi Georges Ruggiu. Non, je parle de votre rôle. Ah non, que je... Vous, intérieurement, vous dites... Ce que je suis juste conscient que un Français ou un Italien qui n'a pas une telle proximité, qui n'a pas des souvenirs directs, qui n'a pas perdu les siens à cause de ces paroles débitées par Kantano, n'a pas le même degré de choc. C'est certes choquant, mais ça l'est encore plus pour quelqu'un qui a vécu ça et qui a un lien direct avec cette chose-là. Et donc je suis conscient de ça, et je suis conscient que le côté, comme qui dirait, choquant, le côté où ça fait mal, ça le fait encore plus pour un Rwandais que pour quelqu'un d'autre. Je suis aussi conscient, si ça arrivait, on ne viendra pas nous le dire, que ça peut avoir été joué devant des nostalgiques de cette parole. C'est pour ça que j'ai refusé que Hate Radio soit transmis en direct à la télé. Parce qu'il y a des gens qui peuvent tomber sur ça et qui se disent c'est une plateforme qu'on donne à la RTLM. C'est pour ça qu'avant le moment live, il y a un moment de projection qui met en perspective. Ce moment-là, j'aimerais bien qu'on va en parler. Et à la fin, une partie de témoignages qui reviennent pour dire ce à quoi vous venez d'assister. Ça a l'air d'avoir été joyeux à certains égards, mais ça a fait ça. Et il est très important qu'il y ait ces deux moments qui précèdent et qui succèdent le moment live, entre guillemets, tel quel dans le studio de la RTLM. Il est très très important de... Oui, ça c'est très important. J'aimerais aussi, puisque vous en touchez un mot, il y a
le côté... moi, parce qu'en suivant la pièce, il y a 3 parties essentielles. Il y a une partie où on présente déjà le contexte dans lequel cette radio est née, ou dans quel contexte déjà cette pièce a été créée, qu'est-ce qu'il y a eu. Et maintenant, il y a la pièce. Après, les gens tombent un tout petit peu avec de la musique, tout ça. Ah oui, il y a quand même une certaine ambiance, entre guillemets, qui risque à la limite d'emporter l'imaginaire des spectateurs dans la salle, donc dans la pièce. Puis après, vous retombez encore dans les témoignages poignants. Oui. Pourquoi c'est si important d'avoir déjà les 3 parties? Oui, c'est très très important. Pourquoi? Parce que cette partie live en tant que telle, le studio de la RTLM en live, si elle n'était que celle-là, je n'y aurais quasi jamais joué. Elle n'a pas droit d'être, sinon c'est la RTLM telle qu'elle. Hein. Cette partie en nostalgique de Cantano ou de la CDR ou du MRND serait content de voir ça. Donc il faut être très délicat par rapport à cela. Et c'est pour ça qu'il y a une partie introductive qui remet en perspective, qui a aussi qui remet en contexte historiquement parlant, et avec des extraits, des moments, des témoignages joués certes par des comédiens, mais c'est des témoignages authentiques. Comme on dit, ouais. Et authentiques. Hein. Les moments des procès de Georges Rudiou, par exemple. Et puis, on voit le live. Le live aussi est très, très important pour voir... Quand on le lit, c'est pas la même chose que quand c'est joué. Pour voir la banalité avec laquelle ça se faisait. Et autre élément qui a fait vraiment le succès de la pièce, hein, c'est le fait que c'est une critique des médias, du rôle des médias, mais à laquelle on n'a accès que par les moyens des médias. Cet élément d'avoir des écouteurs et de ne pas être à mesure de suivre la pièce que seulement si on a des écouteurs, et donc du coup on est seul avec la radio qu'on écoute, avec les animateurs qu'on est en train de voir, et on entend des horreurs, mais on est en train de voir à quel point ça se vit dans une banalité complètement décomplexée, comment on peut jouer, enfin les animateurs pouvaient être amenés à jouer, enfin bref, ça c'est très très important de voir. Ne croyez pas que c'est parce que c'est tellement horrible qu'ils le vivaient aussi horriblement. Et donc, du coup, ça aide vraiment à le voir, mais aussi à le vivre d'une certaine manière. Et il est très fondamental qu'après ce moment du live, justement pour faire la différence entre plateforme Cantano, enfin RTLM, et la pièce de théâtre, à quoi elle vise, il est très important de montrer des témoignages qui reviennent, qui nous ramènent au sujet principal, qui n'est pas que la RTLM, qui est aussi la RTLM dans un contexte de génocide, et pour dire voilà, ce que vous venez de voir, malgré l'espèce de banalité qu'il y avait, malgré que ça commentait du football, malgré que ça te faisait passer du zouk, et tout ça là, ça a donné à ça. Et il était très important de terminer sur ça, et pour moi c'est vraiment 2 parties auxquelles je suis jalousement attaché. Si on les retire de la pièce, je ne joue plus dans la pièce, hein, et je crois que je ne suis pas le seul dans ce cadre-là à prendre éventuellement ces décisions si jamais. Parce qu'on peut dire que c'est aussi 2 parties, cette partie-là des témoignages, ça constitue une sorte de garde-fou aussi. Exactement, exactement. Parce que sinon, si tu es en train de zapper sur YouTube et que tu tombes sur 1h15 d'une émission pareille, c'est quoi la différence si Cantano avait un podcast? Il est très important de montrer la différence, et que toutes les 3 minutes, si jamais ça passait, qu'il y ait un moment d'interview pour dire « ceci est une pièce de théâtre ». Ceci n'est pas... Parce que comme ça ne suffisait pas qu'il y ait des photos avec moi dès qu'il est question de Cantano, vous imaginez si il y a des vidéos avec moi officiant au nom de la RTLM, ça serait que ça n'arrive jamais. Oui, il y a quelque chose de très important, parce qu'il y a le personnage Cantano quand même qui est le personnage... Il y a d'autres, hein. Oui, justement, il y a le personnage... Il y a d'autres. Ils ne sont pas là, les acteurs, mais c'est pas mal que tu parles aussi justement, de la femme, par exemple. Je disais... De ce monsieur, le Belge qui tombe dans cette disais, justement, comme on dit en Kinyarwanda, nous nous consacrons un peu plus sur le personnage Cantano, parce que c'est the main
character comme on dit, c'est l'acteur principal au centre. Mais comme les images le démontrent, nous avons d'autres personnages. Il y a Roju, Georges. Déjà, pour la jeune génération et les gens qui ne l'ont pas connu, ils se demandent comment ce blanc débarque pour cette télévision. Et ce blanc-là, belge. On est encore toujours dans l'heure là? Oui, on est toujours. On est dans l'heure. Oui. On se dit aussi, il y a l'autre personnage rwandais, Valéria ou Valérie, qui est aussi un personnage plutôt très religieuse, très pieuse, qui croit en Dieu. Mais au fond, En général, hein. oui, mais au fond, quand même, on s'appelle Habimana, donc voilà. Aujourd'hui, Habimana des Rwandais, toujours voilà. pas très loin. Ces personnages, on s'imagine, Georges Ruggiu parlait français. Pourquoi le choix d'avoir mis les trois personnages dans une même pièce, déjà qu'ils n'apparaissaient pas au même moment? C'est très important quand même de nous dire pourquoi ce choix-là, de dire on a les trois, Cantano, Valérie et Ruggiu, au même moment, dans une même pièce. Qu'est-ce que vous vouliez? Plus d'une fois dans la vie de la RTLM, ils se sont retrouvés au même moment dans la même pièce. Hein. Mais il faut savoir qu'il y avait plusieurs animateurs ou journalistes de la RTLM. Il y en a certains qui n'ont pas été repris, mais qui ne sont pas moins, comment dirais-je, moins emblématiques. En certains, Hitiman à Noël n'était pas moindre, ni par rapport à Cantano, ni par rapport à qui que ce soit. Donc chacun avait sa partition. Mais ça reste une pièce de théâtre sur un sujet aussi vaste, ça reste limité. C'est une tentative par un acte artistique d'essayer d'aider le public à rentrer dans cet univers-là et à y comprendre le plus possible. Mais en 1h50 minutes, déjà c'est assez rare qu'une pièce de théâtre ait ce format-là. Ça veut dire que c'est une pièce de théâtre plutôt longue. Mais en 1h50 minutes, on ne pouvait pas traiter l'histoire de la RTLM de manière exhaustive, d'avoir tous les journalistes. Donc voilà, c'est selon les moments emblématiques qu'on voulait traiter, des moments poignants, mais surtout pas tomber dans le sensationnalisme. On est très loin d'avoir choisi des moments dans l'horreur les plus horribles. Non. Il y a des moments qui n'ont pas été traités dans Rich with You, la pièce, mais qui ont été... certaines sensibilités? Ah non, c'est pas pour ne pas... C'est parce que quand tu comme artiste, je n'encouragerai jamais un seul artiste dans un sujet qui se suffit. Quand tu traites d'une horreur comme le génocide, il n'y a pas besoin de tomber dans la tentation du sensationnalisme. Ça ne sert à rien. Le côté macabre et le côté horrible se suffit à lui-même. Les personnages que tu es en train de traiter n'ont pas besoin de ton aide pour être encore plus horribles. Voilà, c'est là. C'est une piste à laquelle vraiment j'invite personne, particulièrement la jeune génération qui travaille sur les sujets. Donc voilà, déjà, ça, c'était exclu de travailler dans un but sensationnaliste, de chercher, sinon tu tombes dans une surenchère et ça finit par se savoir et ça finit par faire encore plus mal délibérément et sans aucune, comment dirais-je, sans que tu sois beaucoup plus pertinent dans le propos. Et voilà, donc du coup, les quatre là, c'est aussi par des moments, on a choisi plus ou moins 4 moments emblématiques des 3 mois que le génocide a duré au tout début, et puis vers la fin quand même, où ça commence à se profiler, que c'est la fin, la fin, et puis que chacun individuellement commence à se poser des questions par rapport à son salut. Bilaye Nabi, t'es après ici, est-ce que voilà, Bourende, ça commence à se profiler, quoi. Mais là, ils sont trop, comment dirais-je, c'est pas la chose qu'on va passer à l'antenne, mais entre eux, la question commence à se poser et comment ça les traverse à ce moment-là. Voilà. Parce que dans leurs propos, quand même, on sent une certaine outrecuidance, ils sont imbus d'un certain orgueil. Ils sont obligés aussi. Ils sont obligés dans le sens... même quand tu voudrais faire autrement, par moment, la chose est tellement lancée et tellement loin
que de la garder vivace, tu ne peux qu'être au rendez-vous à ce registre-là, à ce degré aussi élevé à un moment, il le dit lui-même, Nguko evuga mu Kinyarwanda usuze aranutse. Donc, à un moment, la surenchère est telle que tu ne peux plus retenir ou rabaisser quoi que ce soit. La chose a tellement pris à ce niveau-là qu'à chaque fois que tu dois surenchérir, que tu dois aller plus loin. Je ne veux pas dire que ça les dérange, hein. Non, au contraire. Je crois qu'ils le vivent plutôt bien, parce que c'était ça qui s'était donné comme mission, et c'est sur ça qu'ils sont félicités. Pour terminer aussi, il faut dire un mot sur le succès, entre guillemets, de la mission de la RTLM. C'est parce qu'il y a eu d'abord aussi d'autres, par exemple, d'autres journaux comme Kangoura. D'autres journaux écrits comme Kangoura. Je peux dire, qui ont jeté les jalons pour que RTLM puisse aussi... Avec le fameux Ngeze Hassan, il y a les 10 commandements dans Kangoura, il y a le rôle des médias en général, hein. Ça vous regarde un peu plus. On peut se dire que non, voilà, mais quand on regarde ce qui se fait dans certaines chaînes YouTube, hein, ça commence plus ou moins timidement. Et puis voilà, moi, sur certains sujets, je n'ai pas de diplomatie. Au risque de me faire traiter pour un je ne sais pas quoi, mais je n'avais pas peur, mais j'étais en colère contre l'émergence des chaînes comme Ida Mangué. Voilà. Pour moi, heureusement qu'elle est là où elle est. Voilà, qu'on en dise qu'on veut. Voilà. Il y a des choses qui arrivent. Il y a Nilan Harengo, comme on le dit, il y a des lignes rouges dans le Rwanda d'aujourd'hui. Va essayer ailleurs, mais pas au Rwanda. Le Rwanda doit rester cette terre à partir de laquelle la légitimité de combattre cette chose qui nous a fait autant mal, il doit demeurer et rester limite pour toujours. Est-ce qu'on peut dire qu'on est loin de ces époques-là ou de cette époque-là, Atom? Sommes-nous épargnés? Sommes-nous vaccinés? Sommes-nous loin de cette époque Kangoura, de cette époque RTLM? Oui, parce que l'État fait tout pour qu'on en soit loin, et puis le résultat est là. Mais non dans le sens où si on baissait les bras un tout petit peu, Laïda Mangué, avec son auditoire ou son audience, je ne sais pas si on l'avait laissé sévir un moment, ce qu'il en aurait été quelque temps après. Donc voilà, pas plus loin que chez nous, dans des langues que nous comprenons sans interprète, hein. Certaines langues dans lesquelles ça se dit à côté dans le pays voisin, nous les comprenons. Et dans d'autres contextes voisins que je ne citerai pas forcément, mais qui ne sont pas si loin que ça. Mais moi, j'en appelle vraiment un devoir de vigilance, et limite à un mandat de la génération, et particulièrement des plus jeunes. C'est parce qu'on n'a pas vu ça qu'on ne doit pas se donner les moyens d'en saisir le plus possible, de le comprendre le plus possible. C'est parce que ça s'est passé quand on n'était pas né qu'on a le droit d'en savoir le minimum sur ça. Et autre chose, c'est que de ce pays-ci, il y a vraiment une place naturelle que personne d'autre ne devrait nous ravir à l'échelle africaine en tout cas. C'est vraiment d'être de ceux qui doivent être aux avant-postes pour dire ça là, arrêtez-vous là parce que nous on sait ce que c'est. Alors j'aspire que ce combat-là, que ça parte du Rwanda, ça nous ennoblit davantage. Et tout ce que nous avons pu faire au sortir du génocide nous ennoblissait jusque-là, mais ce mandat-là nous ennoblit davantage et personne, enfin en tout cas nous avons notre légitimité là-dessus. En tout cas, merci beaucoup de nous amener dans les coulisses et surtout de nous faire comprendre davantage le contexte et surtout la mission derrière cette pièce. Merci infiniment et je remercie tous les partenaires, Minobumé, OJS, CVL et tant d'autres qui nous ont aidés pour que ce soit possible. Et j'appelle de futurs partenaires parce qu'il y a une demande particulièrement pour la jeunesse. Il y a une telle demande pour qu'on revienne le plus tôt possible. À vous la balle. En tout cas, je peux vous garantir qu'il y a une forte demande pour ce qui est de cette pièce, aussi bien ici au Rwanda qu'ailleurs. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Narine Guadiogène, Atom. Merci vous interprétez le rôle de Kantano Habimana dans la pièce de théâtre Hate Radio ou la radio de la haine, mais que nous appelons la radio de l'horreur. Merci à toutes les équipes au niveau de la régie et Shema Blaise et toutes les personnes qui ont concouru à la production
production de cette émission. Votre fidélité, je remercie à vous tous ici au Rwanda et même ailleurs en Afrique et ailleurs dans le monde. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro majuscule propos.